Bonjour mes chers élèves. Avant de commencer mon cours, je réitère mon appel à la prudence et à la vigilance. S'il vous plaît, tendez la main aux autorités. Tendez la main aux autorités. Tendez la main aux autorités, pas dans le sens de tendre la main, mais dans le sens de s'impliquer activement et efficacement dans les recommandations des autorités. Je ne cesserai de louer le travail des autorités. Les autorités font un travail remarquable. Gloire aux autorités, et encore une fois, gloire contre roi. Après avoir effleuré Antigone et le dernier jour, nous avons juste effleuré parce qu'il ne s'agissait pas d'une analyse profonde, le temps ne s'y prête pas. Nous allons aujourd'hui aborder l'œuvre du grand écrivain marocain Ahmed Sferaoui. Ahmed Sferaoui est considéré comme le précurseur de la littérature maghrébine d'expression française au Maroc. Cette littérature qui était parue au Maghreb pendant la colonisation ou le protectorat, selon que l'on se situe du point de vue français ou marocain, mais en fait c'est une colonisation. Elle a débuté pendant la colonisation et elle a pris son essor juste après l'indépendance. Ahmed Sferaoui est considéré comme l'un des pionniers de cette littérature. Bien entendu, nous comptons d'autres écrivains de talent, Tahar Jiloun, Driss Chreibi et autres. Ahmed Sferaoui nous a offert cette œuvre qui est considérée comme une autobiographie. Autobiographie dans le sens où il relate son expérience, tantôt enfant, tantôt adulte. Ahmed Sferaoui est natif de Fès, 1915. Il est décédé à Rabat en 2004. Et il nous a laissé de nombreuses œuvres, parmi lesquelles l'autobiographie que nous allons aborder, et les plus célèbres, le Chapelet d'ombre, la Maison des servitudes et autres. La boîte à merveille est une autobiographie qui appartient au courant ethnographique. Ethnographique dans le sens où il est riche en culture marocaine traditionnelle. Nous retrouvons le bain mort, l'hammam, nous retrouverons les festivités de Ashura, nous retrouverons le Qissariya, le Msid, les rites, l'univers occulte, la magie, la Kenza et ainsi de suite. Les personnages sont nombreux et les lieux aussi sont nombreux, mais les principaux événements se déroulent surtout à Dar al-Shuwafa. Dar al-Shuwafa est ainsi appelée parce qu'elle abrite une Shuwafa, c'est-à-dire une voyante, Lalla Kenza. Dans l'œuvre, nous avons deux voyants, une voyante, Lalla Kenza, et un voyant aveugle. Et là, on retrouve une figure de style, oxymore, voyant aveugle. Sidi al-Arafi. Au rez-de-chaussée habite Lalla Kenza. Premier étage, Rahma, Desraoua et Zineb. Et Zineb qui sont en guerre avec Sidi Mohamed. Chaque rencontre avec Sidi Mohamed donne lieu à des querelles. Entre eux, c'est une grande animosité. Rahma aussi va entrer en conflit avec les Lézouïdas à propos du jour de lessive, qui est le lundi. Nous sommes à Fès, en 1920. L'œuvre est une esquisse, c'est une carte postale du Maroc pendant la colonisation. À cette époque, les Marocains n'avaient pas les mêmes conditions de vie. Il y avait plusieurs familles qui vivaient dans une seule maison. Les toilettes étaient communes et la terre était commune. Un jour, la Rahma va être surprise par le linge de... La Zoubida va être surprise par le linge de Rahma
c'était son jour de lessive. Et là, elles vont entrer en conflit. Elles vont se réconcilier par la suite. Elles vont se réconcilier lors d'un événement à travers lequel plutôt Zineb s'était égarée. Elle s'était perdue dans les ruelles de Fès. C'était la caissière qui l'avait retrouvée. Et là, la solidarité a permis de retrouver la fille et d'offrir un repas aux pauvres. Donc, au premier étage, deuxième étage, il y avait deux familles. La famille de Sidi Mohamed, son père, Sidi Absalam, Moulay Absalam, et leur fils, Sidi Mohamed. Bien entendu, Lalla Zoubida, femme au foyer, et Mal Absalam Tisserand. Tisserand, il va devoir changer de métier par la suite pour devenir moissonneur pendant un mois, car il a égaré son capital dans les ruelles de Fès en allant acheter des bijoux à sa femme. Dans l'autre partie du deuxième étage, il y avait Fatima Mziouia et son mari. Bon. C'est une autobiographie qui respecte scrupuleusement un récit, un schéma narratif. Un schéma narratif qui débute par la situation initiale où on a une famille modeste constituée de Maïm al-Islam, Lalla Zoubida et Sidi Mohamed. Maïm al-Islam est Tisserand. Lalla Zoubida est femme au foyer. Sidi Mohamed fréquente le Msid. À cette époque, au Maroc des années 20, il y avait le Msid pour les familles modestes et il y avait l'école française pour les familles riches. Sidi Mohamed fréquente donc le Msid. Situation initiale donc, c'est ça. Puis l'élément perturbateur. L'élément perturbateur, c'est l'élément qui va déclencher l'histoire. Que va-t-il se passer? À l'occasion de Ashura, Lalla Zoubida va implorer son mari pour qu'il lui offre des bracelets qui étaient à la mode en ce temps-là. C'était deux bracelets, deux fameux bracelets qu'on appelait Lune et Soleil. Il va s'exécuter. Malheureusement, il va prendre tout son capital sur lui. Et en se dirigeant vers les bijoutiers de Fès, il va perdre son capital qu'il avait placé, comme le souhaitait la coutume, dans un petit mouchoir. Il va égarer son mouchoir avec tout le capital qu'il possédait, et la famille va se retrouver sur la paille et va être ruinée. Élément perturbateur donc, et péripéties. Les péripéties, Sidi Mohamed al-Aslan va devoir prendre une décision. Que faire? Il va fermer son échoppe et prendre son courage de main pour aller travailler comme moissonneur pendant un mois. Pendant un mois, il va supporter les caprices du soleil, le vent, il va travailler dur. Imaginez quelqu'un qui était habitué à ouvrir son échoppe comme bon le souhaitait, il va devoir supporter un patron et travailler durement. Après un mois, il va réussir à amasser un petit pécule et il va rentrer chez lui et ce sera la situation finale et la famille va se réunir de nouveau et pendant toute l'absence du père, Sidi Mohamed ne va pas ouvrir sa boîte à merveille. Il ne va l'ouvrir finalement qu'à la fin. La boîte à merveille avec laquelle Sidi Mohamed entretient une complicité sans égale. Sidi Mohamed n'est pas comme tous les enfants. Il ne joue pas avec les enfants. Lorsqu'il a besoin de s'amuser, de se divertir, il ouvre sa boîte et il communique avec il personnifie cette boîte. Il communique avec les objets qui sont finalement insignifiants. Qu'y a-t-il dans la boîte? Finalement, il n'y a rien. Il y a des objets qui sont insignifiants pour le commun des mortels. Des boutons, des bouts de fer, un cadenas et un cabochon. Un cabochon qui est un morceau de fer. Pour Sidi Mohamed, ce sont des trésors. Figure de style, hyperbole. L'histoire est simple. Quand vous voyez, il défile de la situation initiale jusqu'au dénouement. L'histoire est simple, elle est riche en culture marocaine. Le champ lexical qui domine, c'est surtout celui de la culture marocaine. N'oubliez pas que dans chacune des trois œuvres que nous avons étudiées, il y a un champ lexical qui domine. Dans le dernier jour d'un
condamné. J'ai omis l'autre jour de vous rappeler que la principale difficulté, c'était les deux champs lexicaux qui meublaient l'œuvre, à savoir l'univers carcéral et la justice. Je vais revenir là-dessus, ainsi que sur les champs lexicaux qui dominent dans Antigone. Aujourd'hui, donc, on va faire un travail inédit. C'est un travail, en général, vous êtes habitués dans vos cours ou avec vos profs, que ce soit mes élèves ou autres, à travailler sur un texte. On vous donne un texte avec quelques questions de compréhension et une production. Mais attendez, vous pouvez être surpris le jour de l'examen. On peut vous donner un texte, voire deux textes, voire trois textes. Ah, problème. Que faire donc lorsque nous avons deux textes? Bon, c'est une analyse un peu différente. Un texte, vous cherchez, comme je vous ai déjà dit, je vous ai demandé de ne pas vous attarder sur les mots difficiles. Ne vous attardez pas sur les mots difficiles. Essayez de cerner le texte dans sa globalité. Posez les différentes questions. Posez les fameuses questions. Qui parle? À qui il parle? Où se trouve-t-il? Et de quoi parle-t-il? Ce sont les questions qui nous permettent de respecter l'évolution du texte, sans nous attarder. Je reprends un petit peu mon analyse. Aujourd'hui, va se porter sur deux textes. Il s'agit nullement d'exploiter un texte, mais deux. Vous allez être surpris, oui, deux, c'est encore plus difficile que d'exploiter. Non, nullement. On peut avoir deux textes, voire trois textes. Alors, deux textes, comment faire? Avant toute chose, avant de commencer à répondre et avant de commencer, il y a incontournablement un lien. C'est que le choix des deux textes n'est pas aléatoire. On n'a pas choisi de texte de manière aléatoire, c'est qu'il y a un lien entre les deux textes. Essayez en toute chose de dégager ce lien. Cherchez le lien entre les deux textes. Il y a un lien. Si vous arrivez à dégager ce lien, à le retrouver, vous aurez fait l'essentiel. Par exemple, nous avons ici deux textes. Alors, quand je dis deux textes, ça peut être deux textes de la Vente à merveille, deux textes d'Antigone ou deux textes du dernier jour, ou deux textes. Un texte d'Antigone, un texte du dernier jour, deux textes ou trois, mais soit de la même œuvre, soit des trois œuvres. Bien, au programme. Il s'agit donc de deux textes. Première chose à faire ici, c'est repérer le lien. Alors, le lien ici, il est clair. Quel est le mot qui se répète le plus ici? Alors, on va chercher, c'est le mot msite. Regardez, msite. Msite, partout c'est le msite. Bon. Donc finalement, nous sommes au... Parfait, donc ici, le lien entre les deux textes, c'est le lieu. Le lieu de l'accent, c'est le msite. Le msite. Msite, msite et msite ici aussi. Alors, c'est vrai que le lieu est le msite, mais les circonstances ne sont pas les mêmes. Là, c'est le msite, un jour néfaste. Qu'est-ce que c'est le jour néfaste? Parce que dans l'œuvre, nous avons ce qu'on appelle des jours fastes et des jours néfastes. Pour les enfants, vous n'avez pas fréquenté le psy, mais moi j'ai fréquenté le psy, qui était à 2 mètres de chez moi, au quartier Bouconne. Et je peux vous dire que le psy, c'était vraiment un lieu que nous appréhendions beaucoup, parce que nous y passions la journée. De 7h du matin jusqu'à 6h de l'après-midi, jusqu'à 6h, jusqu'au coucher du soleil finalement, on restait en psy, on était cloîtrés, on était réellement cloîtrés. Et là, on pouvait parler de confinement. Et les enfants devaient annoncer sur des planchettes un verset. Le mardi, c'était le jour de la récitation. Et si on ne récitait pas, on était roué de coups à l'aide d'une baguette de cognacier et le qui éprouvait un plaisir sans égal à nous martyriser. Il faisait froid au Maroc en ce temps-ci. Et
quand c'était en été, la chaleur était insupportable. Donc, le jour face, c'était le vendredi. Pourquoi le vendredi? Parce que tout simplement, le vendredi, les enfants, le site est fermé. Donc, les enfants, que pouvaient-ils faire pour meubler leur solitude, leur oisiveté? Soit ils accompagnaient leur mère, je dis bien, parce que c'était là la coutume, les enfants, garçons et filles, accompagnaient leur mère au bain mort. Si c'était un garçon, il accompagnait sa mère, comme c'était le cas pour moi, jusqu'à un âge. Et un jour, la caissière décrétait qu'on n'avait plus accès au hammam. Comment? Mystère. Jusqu'à maintenant, je ne peux pas savoir pourquoi j'ai été privé un jour de hammam. Mystère. Et elle avait ses critères à elle, qui étaient des critères très musulmans en fait. Alors, 2 jours donc, le jour faste, c'est le vendredi. Sidi Mohamed avait le choix, soit il accompagnait sa mère au bain mort, ce qu'il détestait le plus, soit il ouvrait sa boîte à merveille et il contemplait ces objets et il en faisait l'inventaire. Qu'y avait-il, je rappelle, dans la boîte? Des clous, un cabochon, des bouts de fer, des objets sans aucune valeur, des objets hétéroclites et insignifiants. Donc, soit il contemplait et il s'amusait à faire l'inventaire de ces objets, soit il chassait les moineaux. Et le jour où il était contraint d'accompagner sa mère au hammam, c'était vraiment un vrai calvaire. Donc, c'est le msid. Le point commun, c'est le msid. Dans les 2 textes, essayez de répondre aux fameuses questions. Qui parle? À qui il parle? Où il se trouve et de quoi parle-t-il? Si vous arrivez à répondre à ces 2 questions, vous avez cerné les 2 textes dans leur globalité et vous n'aurez pas perdu le temps à essayer de connaître le sens de chaque mot. Bien. Par la suite, je vous poserai quelques questions de compréhension et j'ai prévu une production un peu spéciale parce que la production qui accompagne ce texte n'est pas très intéressante. Donc, en guise de production, nous allons réfléchir ensemble, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo sur un phénomène qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc, première question du texte. Où répondez aux fameuses questions. Qui, où, quand, de quoi. Deuxième question. Vous aurez à l'examen une grille. Quelle que soit la nature du texte, le support de base, vous aurez une grille. Cette grille, à travers cette grille, vous devrez répondre à la question nature de l'œuvre, B, auteur, puis le genre. Ici, il s'agit d'un roman autobiographique. Et le courant. Le courant ici, je le rappelle, c'est ethnographique. Ethnographique, tout simplement parce qu'il aborde la culture marocaine traditionnelle. Et je rappelle que nous sommes au Maroc des années 20. Contexte. C'est-à-dire, dans quel contexte a été écrite cette œuvre? C'est le Maroc sous la colonisation franco-espagnole, la colonisation française, puisque le Maroc a connu 2 colonisations. Il s'agit de la colonisation française au sud et la colonisation espagnole au nord, ainsi que certaines contrées au sud et certaines îles. Bon. Le Maroc a été convoité par de nombreuses puissances. Ils ont troqué certaines colonies pour finalement que la colonisation revienne à l'Espagne et à la France. Contexte donc, la colonisation ou protectorat si vous souhaitez, mais en fait c'était une colonisation. 2 œuvres, ils vont vous demander 2 œuvres de chaque 2 œuvres autres que l'œuvre au programme. Ici, je citerai le chapelet d'ombre et la maison de servitude. Parfait. Donc, retenez, cherchez le lien, répondez aux fameuses questions. Qui parle? Où se trouve-t-il? Les circonstances et puis de quoi parle-t-il? Puis faites la fameuse grille et
relever une figure de style de l'un des deux textes. De l'un des deux textes, relever une figure de style. Puis, question 1. Faites attention le jour de l'examen parce que si vous n'êtes pas entraîné à exploiter deux textes, vous pouvez vous gourer parfaitement parce que quand on vous donnera un seul texte, les questions vont d'elles-mêmes. Selon dans le texte, tantôt c'est la question d'un texte 1, texte 2, texte 1, texte 2. Faites attention. Est-ce que la question se rapporte au texte 1 ou au texte 2? Parce qu'il se peut que vous répondiez à une question du texte 1 et puis vous vous référez au texte 2. Faites attention, soyez vigilants. Donc nous sommes en train d'exploiter le texte 1. Question 1, texte 1. D'après le texte, le souvenir du mardi homicide est resté gravé dans la mémoire de Sidi Mohamed, devenu adulte. Relevez l'indice qui montre que nous parlons de Sidi Mohamed adulte et l'enfant et non pas enfant, parce que dans le texte, il est question de raconter l'expérience de Ahmed Sfari, tantôt enfant, tantôt adulte. Donc relevez le détail qui montre que nous sommes en train de parler de Sidi Mohamed adulte. Alors, deuxième question. Dites, c'est la proposition suivante, est vraie ou fausse? Le maître recourait à une méthode douce pour enseigner. Le maître recourait à une méthode douce pour enseigner. Vrai ou faux? Justifiez votre réponse. Texte 2. D'après le texte, voyez, je passe du texte 1 au texte 2 maintenant. Texte 2, d'après le texte, pour quelle tâche principale les élèves ont-ils constitué des groupes? Ils ont formé des groupes. Ces groupes, c'est pour effectuer quelle tâche? Texte 2, toujours. Sidi Mohamed éprouve un sentiment. Quel est ce sentiment? Qu'est-ce qui le montre? Relevez les sentiments et justifiez votre réponse par une expression extraite du texte. Est-ce que le narrateur avait envie de garder le souvenir des leçons apprises? Quand je dis narrateur, c'est Mohamed. Justifiez votre réponse. Dans quel état Sidi Mohamed se trouvait-il à la fin de son travail, après avoir passé toute la journée au homicide et après avoir effectué toutes ses tâches? Dans quel état rentrait-il à la maison? Alors je vous rappelle que jusqu'à présent, toutes les réponses, vous épuisez du texte. Malheureusement, dès que l'on arrive à la question 9 ou la question 10, on s'écarte légèrement du texte pour affronter une argumentation, et c'est une anticipation à la production écrite qui sera une argumentation. Question 9, par exemple. Question 9, à la fin de la journée. Non, vous m'excusez. Comment jugez-vous le comportement du fqih? Quand je dis le fqih, c'est le maître. Comment jugez-vous son comportement? Est-ce que vous l'approuvez ou vous le désapprouvez? J'ai besoin d'un argument. Si vous approuvez, argument. Si vous désapprouvez, argument. Question 10. Le fqih a-t-il bien fait d'impliquer les élèves dans le nettoyage du site? Est-ce que c'était le rôle des enfants de se livrer au nettoyage? Est-ce que le fqih avait raison de le faire? Oui, il avait raison. Argument. Non, il n'avait pas raison. Argument. Donc finalement,
voyez comment on traite, comment on agit lorsqu'on doit affronter le texte. On doit être vigilant et on doit chercher le lien entre les deux textes. Si on arrive à repérer le lien, on a fait bingo et le plus gros du travail a été effectué. Donc pour l'expression écrite, ce sera une expression un peu d'actualité. Nous allons travailler sur l'intelligence artificielle, Daka Esténari. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite pas d'agréables vacances parce que vous n'êtes pas en vacances. C'est un confinement. Cloîtrez-vous, respectez les consignes. Si vous ne les respectez pas, vous connaîtrez le même sort qu'Antigone. Ne bravez pas les consignes des autorités. Au revoir.